Dans un an, ça pourrait être l'occasion de refaire une compète. Drop de poids aujourd'hui, assez étonnant. Mais ça faisait un moment que ça stagnait et là, voilà, sans rien bouger, un gros drop. J'ai dû aller courir hier soir parce que sinon je les faisais pas. Quand j'ai vu qu'il me restait 3 quarts d'heure pour faire 8000 steps, j'ai dit ok, en marchant je les ferai jamais. J'arrive à la fin du leg extension où j'ai des poteaux à la place des jambes, genre. Donc en fait, ça me permet de vraiment concentrer le gros de l'intensité sur le début de séance qui est du coup les quads. L'entraînement en fonction de sa morphologie. J'ai repris le squat en barre libre mercredi. J'ai fait 6 reps à 160. Une bonne morphologie, de bonne insertion, des bras relativement longs pour soulever terre. On va peut-être sur certains sujets pas être forcément expert maintenant. Par contre, je sais que je me laisse la chance d'apprendre encore de nouvelles choses. Bienvenue à tous dans l'épisode 4 de Le Shredded Lab. Aujourd'hui, on se retrouve encore avec Alexis pour vous Salut tout le présenter monde. ce podcast, quatrième épisode. Donc j'espère que vous allez bien. Merci pour tous les retours. J'espère qu'on a répondu à un maximum de questions. Et encore une fois, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à nous les poser aussi sur Insta. Donc aujourd'hui, Alexis, qu'est-ce qu'on va faire? Alors aujourd'hui, gros débrief déjà de tout ce qu'on a fait cette semaine-là, voir un petit peu les évolutions, etc. Et ensuite, on a eu plusieurs questions d'abonnés. Donc on va aborder celle-ci en priorité. Puis si on a le temps, on verra si on en rajoutera une, mais principalement tout ça. Yes. Et comme d'habitude, une petite leçon à la fin de la vidéo. Et puis voilà, let's go. Carrément. Carrément. Bon, moi, j'ai pas Tu encore veux de commencer ton petites débrief questions. cette semaine ou Ouais, carrément. Pour le bilan changer? cette semaine, euh, moi, mon bilan cette semaine, il est un petit peu comme la semaine dernière, je dirais. Là, tu sais, je suis dans une phase un peu transitoire entre le cut et du coup la masse. Et en vrai, cette semaine, il y a le petit truc, la petite graine qui est revenue un peu dans ma tête où je me dis, en fait, voilà, dans un an, ça pourrait être l'occasion de refaire une compète. Du coup, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe là, mais en tout cas, j'ai peut-être potentiellement envie de vraiment me repréparer comme l'année dernière, comme en 2023. Donc, il y a peut-être moyen de relancer ça sur peut-être 6 mois, là, une petite période de masse, on va dire. Et ensuite repartir en dégraissage et en sèche jusque fin septembre, quand on verra pour la WNBF. Je pense que je referai celle-là. Au moins, je suis Parce que toi, habitué. du coup, tu serais en combien? Ce serait En quoi? Ce quoi? serait en bodybuilding? Ouais, en Que tu ferais? bodybuilding, mais normalement, moi, je suis en bantam, donc c'est les très légers. Moi, je suis en dessous de Ok, 60 donc ça veut... sur scène, donc Ok, donc ça veut dire on va se retrouver à côté. Ça va être assez marrant. parce que toi, attends, Parce que c'est celle-ci que je vais faire aussi. ah ouais, mais alors, du coup, WNBF France, ils ont pas encore ouvert de bantam, il me semble. Si. Bah, de ce que j'ai vu, si, normalement. Cette année, ouais, ok. Parce je sais qu'il y a les lightweight, il y a les middleweight et les heavyweight. Attends, ouais, alors, non, lightweight, c'est bien moins de 70, normalement. Ouais, moins de 70, ouais. Mais t'as Et toi, tu viens bantam, de dire combien? bantam, c'est encore plus léger, normalement. Bah, mais tu vas être énorme comparé aux autres. C'est quoi, c'est moins de combien? Ben, c'est ça, c'est moins de 65. Ah, bah voilà. Moi, en vrai, je vise PDC moins 10, je suis 1m74. Je vise 64-65 kilos. Ouais. En vrai, si j'arrive à atteindre. Bon, après, mais gros, enfin, tu vas jamais réussir à tomber en dessous de 65, toi. Ah, bah, je suis tombé à 62,8 sur la dernière scène que j'ai fait. Ah ouais? Ah bah oui, moi Mais, le poids ça m'importe pas tant que le ouais, cul. c'est vrai que t'es petit. J'en ai rien à foutre. Ouais, Ouais, ok. voilà. Donc Ok, c'est ça. bah vas-y, on verra ça. En ce moment, c'est ça les. Voilà, je réfléchis là-dessus et puis du coup le poids est resté plus ou moins le même, donc voilà, je me prends pas trop la tête. La diète reste la même cette semaine et puis voilà. Ok, Et bon bah toi? nickel. Bah moi du coup, drop de poids aujourd'hui, assez étonnant. Ce qui s'est passé, c'est que là j'ai augmenté mes cales à 3300 il y a 3 4 semaines. Et ce matin, en regardant mon bilan, etc., j'ai vu plus 1 kilo sur la moyenne. Je dis ok, 1 kilo, ça fait un peu beaucoup, mais ça faisait un moment que ça stagnait, et là, voilà, sans rien bouger, un gros drop. Donc, pas forcément négatif, parce que je reste relativement sec encore, donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, voilà, le poids, il va redescendre un petit peu. Là, je pense qu'il y a eu des grosses données. J'ai pas encore regardé pourquoi, mais il y a eu des grosses données comme ça. Après, à voir comment ça évolue. Mais pas du tout négatif. Derrière tout ça, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Beaucoup de travail perso au niveau des coachings. J'ai eu deux, trois entrées là. En Cool. plus, niveau d'entraînement, tout se passe bien. Grosse progression. Toujours un peu le problème de la fatigue, comme d'habitude. Ouais. Mais j'arrive à me coucher plus tôt. Je suis à
j'ai plus dépassé 2 heures du matin et ça variait entre 1h30 et 1h45. Mais je suis jamais allé me coucher après 2 heures, donc ça franchement c'est cool. Ça va revenir petit à petit. Les steps, qu'est-ce qu'on peut en parler? Les steps ça va, j'ai dû aller courir hier soir parce que sinon je les faisais pas. Ah ouais? Euh, Enfin, quand j'ai vu qu'il me restait 3 quarts d'heure Ah oui. pour faire 8000 steps, j'ai dit ok, bon, en marchant je les ferai jamais. Ah ouais, du Je vais coup, t'as aller été courir. courir. Ah Ouais, ouais. je fais quoi 3 quarts d'heure? Mais j'étais trop chaud, hein. Genre vraiment j'avais la patate, hein. Puis il Ok. fallait que je garde un chien donc Ah oui, pour donc t'as pour la nuit, donc je suis allé courir avec le chien, il a kiffé, c'était cool, tu vois. trop bien. Donc voilà. Cool. Et comment les perfs elles se passent pour toi là en ce moment? Là, les perfs, ça fait que monter. Ça fait que monter. J'ai juste, bah, en gros, là, depuis cette semaine-là, je vous avais parlé la semaine dernière que j'allais changer de prog. En gros, on a gardé quasiment tous les mêmes exercices, Mm. mais on a principalement modifié l'ordre des exos pour mettre en priorité les quads. Ok. Donc, à voir comment ils évoluent derrière. Mais je pense que ça va bien se passer. J'avais souvent les quads en milieu de séance. Là, on les a mis vraiment en début. Mm. La Sur seule chose qui est dure, tes, c'est que j'avais. Ouais, dis-moi. sur tes push quads, c'est ça? Non, tu fais quoi toi? Ouais, Ouais, en fait, ça. non, je fais quad pull, enfin pull quad, du coup. Comme j'ai un gros point fort dos, le mettre fin de séance, ça me dérange pas trop, tu Ok. vois. Ok. Mais ouais, j'avais pour but, enfin, au début, j'avais par exemple, je sais pas, je faisais du hack squat. Après, j'avais des séries d'adducteurs histoire de reposer un peu mes quads. Et je repartais sur du leg extension 6-6 squat. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout mis à la suite. La seule chose qui est dure, c'est la congestion. J'ai plus l'habitude d'enchaîner autant d'exos à la suite sur le même muscle. Ouais. J'arrive à la fin du leg extension, j'ai des poteaux à la place des jambes. Genre, je Ok. sens ça tellement lourd. Tu plies Ouais. un petit peu ton genou, tu sais que ça fait la tension, genre où ça. Si tu sais que c'est dur à verrouiller. Ouais, Et ça, c'est vrai. c'est un peu galère au début. On a fait le même principe aussi sur les pecs pour mettre vraiment les pecs en accent dès le début de séance. Mais sur les pecs, ça va beaucoup mieux parce que j'ai l'impression que quand ça congestionne, c'est moins grave. Enfin, c'est Mm. moins compliqué à tenir. Ouais. Mais sinon, non, c'est plutôt cool. À voir. Ouais. Ça change d'habitude. J'ai l'impression de vraiment tabasser un muscle, Ouais. mais voilà, ça va. Ok, moi j'avoue, j'ai toujours fait les jambes toutes seules, tu vois. Genre, quand je fais les legs, j'enchaîne 4-5 exos juste pour les quads. Mm. Ouais, j'ai toujours. Voilà, je vais pas détailler le pourquoi je fais ça, mais parce qu'on a une question qui va parler de ça après. Mm. Mais en gros, la principale raison, c'est que moi, ça me permet de. J'ai beaucoup de mal à mettre beaucoup d'intensité sur toute la séance. Donc en fait, ça me permet de vraiment concentrer le gros de l'intensité sur le début de séance, qui est bah, du coup les quads. Et je préfère mettre plein d'intensité à plusieurs fois, Mm. parce que les jambes, vraiment, ça demande trop d'énergie, tu vois, de tenir ça sur une séance. Donc en fait, le split en 4 fois, en gros, c'est 2 séances que je split bah, en 4 fois, du coup. Et ça permet vraiment de mettre de grosses intensités dessus, tu vois. Ouais, carrément. Et je rebondis sur tu sais, ma story, là, j'ai mis mon RDL hier en story. Oh là là. Et justement, un des sujets que je voulais aborder aujourd'hui, c'était l'entraînement en fonction de sa morphologie. Et ça, je pense que c'est une question qu'on devra aborder si on n'a pas le temps de l'aborder aujourd'hui. Enfin, c'est un sujet qu'on devra forcément aborder. Parce que, encore une fois, par exemple, pour le RDL, moi, les seuls mouvements où je vais être vraiment fort, ça va être le RDL et à la limite le squat. Tu vois, là, j'ai repris le squat en barre libre mercredi. J'ai fait 6 reps à 160. Bien. C'était une reprise, tu vois. Et genre vraiment en masse, à la fin de ma première prise de masse, j'étais à 200 kilos en série. Donc en vrai, le squat et le soulevé de terre, c'est deux mouvements Tu... qui sont bien, tu vois. Ouais, Par, co- pour ton par, poids de corps, c'est une dinguerie, hein. ouais, par contre, les pecs, tu vois, tu vas me demander du développé couché. Je suis une grosse merde, tu vois. Et c'est pour ça que la morphologie, elle revient, enfin, il faut qu'elle revienne énormément dans les programmes. Et on peut pas, encore une fois, c'est pas se comparer, mais juste. En fait, c'est pas forcément mieux que j'arrive à faire 190 en 6 répétitions au RDL que quelqu'un qui arrive à faire 140 en 10 reps au RDL, tu vois. Genre, c'est pas mieux pour moi, c'est juste que mon standard, il va être là, tu vois. Parce que j'ai une morphologie qui me permet d'être à ce niveau-là. Mais ça veut pas dire que musculairement, ce sera plus gros parce que j'ai Ouais. plus lourd, tu vois. Et Parfois, ça, tu regardes les power principalement, tu vois. Mm. Enfin, il y en a beaucoup qui soulèvent énormément et Mm. qui ont des physiques pas forcément, tu sais, les plus incroyables du monde, hein. Juste, ils ont un nerveux de ouf, C'est ça. une bonne morphologie, de bonne insertion, des bras relativement longs pour le soulever de terre. Toi, du coup, c'est ton cas, du coup, ou pas du tout? Ben, c'est ça, en gros, c'est que j'ai les bras très longs, j'ai les jambes et le buste, enfin, c'est pas forcément très très long. Enfin, il n'y a pas un Ok. gros écart entre les deux. Donc, globalement, sur un RDL, surtout que là, tu vois, je descends pas forcément tout en bas, je descends vraiment barre Ouais, en ouais. dessous des genoux.
bon, si je rajoute une pause, etc. Mais ce que je veux vraiment que les gens comprennent, c'est que les performances, ça fait bien, c'est beau, mais c'est pas parce que le gars a 40 de plus sur votre barre qu'il va forcément avoir plus de muscles que vous et que vous êtes plus nul que lui. Morphologiquement, il a juste des leviers qui sont plus intéressants pour soulever 40 kilos de plus, mais musculairement, si ça se trouve, c'est nul, tu vois? Genre, si ça se trouve, ses insertions, elles sont nulles à chier et avec 40 kilos de plus, il y aura pas forcément un meilleur muscle que vous. Donc ça, faut vraiment, le prendre en tête. C'est pas parce que faut le garder en tête. C'est pas parce qu'on a une barre qui paraît énorme et que nous, à côté, quand on arrive à la salle, on débute et cetera et on voit que, bah, au final, on a que, 100 kills sur un RDL. Si ça se trouve, dans 5 ans, tu auras 200 kills et ton ischio, il sera incroyable par rapport à lui qui, aujourd'hui, soulève déjà 200 kilos, tu vois? Ça dépend vraiment de plein de trucs. Donc ça, faut voilà, les perfs, c'est beau, mais ça fait bien sur les réseaux, mais ça fait pas les muscles, clairement. Oh, bah, c'était tellement à l'aise dessus, Steph. Ouais, Ok. Du donc coup, voilà. c'était chaud qu'on commence les premières questions. Ouais, carrément, let's go. Eh ben allez. Donc moi, j'ai une personne qui m'a posé une question. Donc je vais te laisser y répondre en premier temps. Donc je vous lis ça. On vous entend parler souvent de vos vécus et de vos expériences personnelles, mais sur quel procédé vous pouvez affirmer tout ce que vous avancez au long des podcasts, donc avec formation, etc., etc. Mmh. Ouais. Donc au lieu de se baser sur nos expériences, est-ce qu'on a réellement des connaissances qui sont reconnues Mmh mh. pour affirmer tout ce qu'on dit? Ouais et pour le coup, bah, c'est un peu le même délire que je viens avec les performances, mais c'est un peu la même chose. C'est que des fois, tu vas sortir avec, bah, du coup, pour lier les performances, c'est genre, tu as une barre qui fait 200 kilogrammes et tu auras pas forcément le muscle qui va avec. Tu peux sortir d'un bac+5 en morphologie, anatomie, je sais pas quoi, c'est super. Par contre, tu as pas l'expérience et tu as rien à côté. Donc, c'est comme si tu avais pas le muscle globalement. Donc je dis pas qu'il faut pas faire d'études ou quoi que ce soit, mais juste, faut pas tout remettre là-dessus et du coup, surtout qu'aujourd'hui, on le sait très bien qu'il y a certaines études qui sont pas forcément, très bien analysées, très bien, voilà, enfin, elles sont pas très bien relues et cetera. Bref, moi pour, vous dire clairement, moi j'ai fait un DUST métier de la forme, donc c'est un diplôme, que j'ai fait à Rennes, sur 2 ans et cetera et à côté de ça, bah, au final, moi je me forme, continuellement, via mon expérience, via, ce que je peux voir aussi et j'essaye de rester, on va dire, le plus logique dans ce que j'entends et dans ce qu'il faut appliquer, voilà, j'essaye toujours d'individualiser et cetera et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu auras beau avoir une connaissance sur un sujet en particulier, tu auras beau être expert de toute façon, tu te retrouveras à devoir, l'appliquer de façon différente sur toutes les personnes que tu vas accompagner ou que tu vas avoir en face de toi. Tu devras l'expliquer différemment. Et c'est pour ça que tout ce qu'on dit, encore une fois, nous, on le dit forcément parce que, tous les jours, voilà, on va à la salle et cetera, donc on teste, hein, clairement. Nous, on est le brouillon pour nos clients. Donc en fait, on va toujours tester des choses. Moi, je sais que depuis que j'ai commencé la musculation, j'ai testé plein de méthodes. On va parler d'une question après. J'ai testé toutes ces méthodes-là, depuis le début parce que, déjà, on est curieux et qu'en plus, on se doit d'avoir un minimum de feedback à donner et à avoir en tête pour appliquer les bonnes choses à nos clients. Donc il y a ça et puis à chaque fois, bah, encore une fois, heu, tout ce qu'on dit, il faut le nuancer par rapport à vous. Enfin, on n'est pas là à dire, c'est pas un truc, genre qui va être une vérité, vraie en mode, on pourra jamais la bouger, tu vois? Elle sera jamais flexible, au contraire. Il y aura toujours de la nuance à apporter à chaque personne et cetera donc ouais, je pense que c'est bien. Enfin, pour ma part, en tout cas, j'ai fait des études et aujourd'hui, je me forme continuellement, voilà, avec tout ce que je vois et mon expérience personnelle et j'en déduis des choses par rapport à comment j'évolue et comment mes clients évoluent. En gros, c'est ça. Ok. Donc pour moi, la formation que j'ai faite qui est reconnue au niveau de l'État, c'est un BPGEPS. Donc ça se fait sur un an. Le gros problème de cette formation-là, c'est qu'ils nous apprennent à coacher. Donc ça, c'est bien, ils nous apprennent à coacher en salle, avoir les bases de sécurité, tout ça. Cependant, au niveau connaissance, c'est pas la chose la plus intéressante. Moi, j'ai beaucoup appris au niveau de l'anatomie et de la physiologie dans cette formation-là. Mais en termes de connaissances muscu, c'était vraiment ridicule à l'opposé. Ils nous axent vraiment sur de la préparation physique. Ça peut être sur des sports par exemple, tels que le rugby ou des choses dans ce genre-là. Donc pas du tout dans quoi je me spécialise. Euh, donc c'est un peu le problème. Après, c'est sûr que niveau anatomie, ça permet d'avoir les bases au départ.
Après, maintenant, nous, c'est pas sur quoi on va se baser, hein. Savoir où s'insèrent les muscles, ça, c'est intéressant. Mais voilà, savoir qui s'insère et le nom de pile là où il s'insère, pour notre niveau à nous, c'est pas sur ça qu'on va retenir. Alors on sait qu'il s'insère ici, ici. Ça nous permet de voir comment le muscle bouge, comment l'articulation bouge aussi. Mais d'avoir les termes scientifiques dessus, c'est des connaissances personnelles, mais ça va rien changer, de différent. Mmh. Et derrière ça, bah, la seule chose qu'on peut faire, parce qu'il n'y a pas vraiment de diplôme reconnu pour ça, à part si on fait derrière un BTS nutrition. Mais, et encore, nutrition sportive, c'est encore plus compliqué et je ne crois pas qu'il y ait de BTS dessus, d'ailleurs. Alors, je Si? suis bien placé pour en parler. C'est le BTS nutrition, c'est un enfer, c'est un enfer. OK, J'ai fait 6 mois, j'ai arrêté, voilà. OK. En fait, voilà, donc il y a ça. Après, la seule chose sur qu'on peut se baser maintenant, c'est les études qui sortent. Mmh, Les choses compliquées, c'est, bah, déjà de comprendre les études. Déchiffrer des études, c'est quelque chose de très, très, très dur, donc ça prend beaucoup de temps. Donc après, il y a des gens qui les déchiffrent pour nous. On regarde des gens qui déchiffrent les études. Maintenant, les études, c'est quoi? C'est des choses qui sont à 80 réelles. Il y a toujours une étude qui va contredire une autre. Donc se baser tout le temps sur une chose, c'est pas possible. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, comme il a dit Nathan, on est obligé de tester, nous, les choses pour voir dire comment ça réagit sur nous. Ça ne veut pas forcément dire que ça va réagir pareil sur toutes les personnes. Donc on va surtout parler de ce que nous, on a ressenti, probablement ce qu'on a testé sur les gens aussi. Parce que si je vois une étude qui dit par exemple, je n'importe quoi, prendre du muscle, il faut aller proche de l'échec, par exemple. Plus on va être proche de l'échec, plus on va avoir de gains musculaires. Bah, il y a forcément une nuance à ça. Il y a forcément des choses, c'est-à-dire que ça, tu pourras peut-être pas le garder sur le temps parce que ça va te fatiguer. Enfin, il y a vraiment plein de nuances. C'est peut-être ça, c'est une vérité vraie que beaucoup d'études ressortent cette chose-là. Il y a sur des études qui vont se contredire. Donc le problème, c'est que on va être obligé de tester certaines choses pour voir si ça réagit bien sur des clients, sur d'autres non. Ce qu'on teste sur nous, ça peut ne pas marcher et marcher sur quelqu'un d'autre. Le problème de tout ça, c'est qu'il y a un flot perpétuel d'informations, de choses à savoir et bah, rien n'est réel pour tout le monde tout le temps. ouais. Donc c'est pour ça, à se dire, j'aborde ça parce que telle étude a dit ça, peut-être que derrière Nathan, il a vu une autre étude qui dit l'inverse. Donc voilà, le seul gros problème encore une fois, c'est de réelles formations qui sont à jour et qui sont disponibles maintenant. Parce que le BPGEPS, on voit, enfin, les techniques qu'on voit, c'est plus du tout ce que les études montrent aujourd'hui. Mmh, Enfin, dans le gros du ouais, sujet. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. ouais, clairement. Si jamais, ouais, si jamais, petite parenthèse, là, je vais attaquer une formation dans quelques mois, The Prep Dad, je sais pas si ça dit quelque chose. Mmh. Si. Voilà, après, c'est des formations qui coûtent super cher. Tu fais Faut pouvoir laquelle? se les payer aussi. Comment? Tu fais laquelle? Pas celle avec Yann, la dernière, The enfin celle qu'il a remis à Podcast? jour là, il y a pas longtemps. Tu Ouais, m'as voilà, c'est sorti ça. OK, Ouais, OK. tu l'as faite? Non, je l'ai pas faite, mais je vois un peu de quoi Ouais. il Donc, faut voir parce qu'en plus, il y a très peu de place pour pouvoir la faire. Donc, ouais, faut voir si je la fais. Puis, elle coûte très cher. Le désavantage des études, enfin, des formations comme ça, déjà, d'une, c'est pas reconnu. Donc, déjà, si je dis que bah, j'ai fait cette formation-là, c'est juste bah, à titre informatif. Voilà, ça apportera rien, rien réellement. Euh, mais, ouais, enfin, c'est le gros bémol de ce sport, de cette chose-là, parce qu'on a vraiment rien, rien, rien de reconnu. mmh et encore une fois, moi, je trouve que enfin, celui qui, parce qu'en fait, là, ce qu'on dit, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, mais demain, on va se lever, si ça se trouve, on saura autre chose et on va pouvoir le transmettre différemment et justement, enfin, personnellement, apprendre de cette façon-là me plaît beaucoup plus que d'avoir pensé que j'avais tout appris grâce aux études. Tu vois? Genre, il y en a, ils passent, 2-3-5-8 ans en études et après les études, ils sont là en mode: «C'est acquis, je sais ça, point». Mais enfin, moi, j'ai dans ma tête, je me dis enfin, j'ai un état d'esprit où en fait, chaque jour, tu as une nouvelle capacité d'apprendre de nouvelles choses et que, bah, forcément, aujourd'hui, oui, on va peut-être, sur certains sujets, pas être forcément expert maintenant. Par contre, je sais que je me laisse la chance d'apprendre encore de nouvelles choses et que justement, demain, il y aura encore un nouveau truc qui va arriver. Tu vois, moi, avec mes clients, depuis que j'ai commencé l'accompagnement, il y a tout le temps des trucs qui sont ouais, qui j'apporte toujours des choses nouvelles, des nouvelles façons de faire. Tu vois, quand j'ai été coaché par AJ, bah, j'ai, appris une nouvelle façon de faire entre guillemets
qui m'a permis d'apporter encore de nouvelles choses dans mon processus d'accompagnement et je pense que finalement, c'est un peu ça le truc, c'est que, bah, en fait, on se laisse la liberté de pouvoir apprendre encore et encore et on se dit pas: «C'est bon, j'ai fait 5 ans d'études, 8 ans d'études et j'arrête», tu vois? Ce que OK. font beaucoup. Et puis là, tu as relevé un truc intéressant aussi, c'est que, bah, outre le fait les informations qu'on récupère sur internet, bon, dans les livres, en fait, le truc qui est un peu chiant, c'est que c'est des livres anciens. Il y a rarement de livres qui sortent maintenant à jour. Donc Mmh, c'est bien de les lire parce que, voilà, on apprend les choses de comment c'était avant. Il y a toujours des bases en musculation pour faire un mouvement. Voilà, tu sais que tu as enfin, tu as des explications sur les patterns et cetera. Sur l'anatomie, c'est des choses qui sont concrètes. Maintenant, sur tout ce qui est technique pour, faire de la muscu, c'est, bah, faut regarder tout ce qui est à jour, toutes les données, scientifiques et cetera. Et c'est comme pour les médecins. En fait, on peut pas se dire: «Bah, écoute, à un tel moment, j'ai appris ça, ça sera bon tout le temps». mmh, En fait, c'est en perpétuelle évolution. Genre, c'est, bah, voilà, comme la science, il y a des études qui sortent, qui contredisent ce qui a été fait maintenant. Heu, c'est sûr que si on regarde la musculation d'il y a, les années 1950, bah, ouais, c'est à l'opposé de ce qu'il y a maintenant. C'est à l'opposé de ce qu'il y a maintenant. On voyait beaucoup les gens, se la buter, en faisant des gros mouvements de ouf. Maintenant, on se rend compte que, bah, voilà, sur une machine, beaucoup plus stable, il y a plus facilement de gains musculaires. Après, ça veut pas dire que comment ils s'entraînaient avant, ça marche plus, parce que ça marche mmh, très bien. Mais c'est des façons de faire qui sont peut-être un peu plus optimisées ouais, et ça, toutes les études de maintenant le montrent. Alors après, il faudrait voilà, la chose qui est un peu plus compliquée, c'est qu'il faudrait retrouver à chaque fois le nom des études, heu, reprendre la ligne qui explique ça, mmh, la nuancer. Sauf que ce qui est très, très compliqué, c'est que lire des études, bah, c'est un métier de base. c'est un métier. De base, c'est un métier et et nous, on n'a pas ce métier pour lire ça. Donc après, on a des gens qui les lisent pour nous, mais est-ce que lui, il a bien déchiffré de la bonne façon? Et c'est surtout vraiment, vraiment là le gros problème. Donc après, les gens écoutent ce qu'ils se disent sur les réseaux, ils essayent, ils voient que ça marche ou non. Et en fait, c'est ça. C'est tu écoutes une information, tu es obligé de la tester, tu vois comment ça marche et puis après tu adaptes et tu en fais ta propre idée de la chose. Mmh, sur la partie tout ce qui est, anat, et morpho, il y a du coup, Gundil et Delavier, donc s'il y en a qui justement se posent beaucoup de questions et même qui doutent encore de certaines choses qu'on peut dire. Moi perso, je m'appuie sur principalement sur leurs travaux, hein, qu'ils ont fait. C'est des chercheurs en morphologie, anatomie. Et justement, ils ont sorti plein de bouquins sur, la logique du mouvement, sur, bah, du coup, la natte. Enfin, il y a le méthode 1, 2, 3 qui sont très, très bien. Si vous débutez ou que vous voulez, avoir encore une programmation plus poussée sur votre entraînement, franchement, il faut lire ces bouquins-là. Ils sont entre guillemets «à déchiffrer» parce qu'il y a pas non plus toute une programmation écrite de but en blanc par rapport à votre morphologie, à comment vous êtes fait. Donc bien évidemment, par la suite, faut travailler avec ces connaissances-là. Enfin, faut, apprendre à mettre en cohérence toutes ces connaissances, mais franchement, c'est voilà, c'est trop bien. Moi perso, je Mmh. maintenant j'apprends comme ça via les livres, les études et cetera. Ouais, Donc juste voilà. dernière petite parenthèse, après on clôt le débat. Il y a aussi une autre source d'information et une autre source sur laquelle je me base, c'est les coachs que j'ai pu avoir. Si je prends un coach, c'est aussi pour avoir des connaissances supplémentaires Mmh, que j'ai pas forcément. Peut-être qu'il a les mêmes connaissances que moi sur certaines choses, mais il y a forcément quelqu'un enfin, ce coach-là a forcément quelque chose à m'apprendre. Donc en fait, bah, pour moi, c'est aussi une source de me dire, bah écoute, je peux évoluer dans ce sens-là grâce à lui, tu vois. ouais, carrément. Apprendre via les personnes qui sont déjà passées par le chemin qu'on veut prendre, quoi. C'est ça, exactement. Clairement, Voilà. OK. Petite question pour toi du coup, parce qu'on va enchaîner un peu, j'espère que ça a été clair après cette question. Ouais. On a pas mal débattu sur ce sujet-là, si vous voulez Mais je qu'on trouve, continue. ouais, c'était intéressant surtout pour que les gens montrent bah, de là où on s'inspire, etc. Ouais, carrément. Donc, que penses-tu du dégressif? Ok. Alors, dégressif, bah déjà, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le fait de faire un nombre de répétitions, voilà, on va dire une dizaine de répétitions. Dégressif, donc réduire. Donc on réduit la charge et on enchaîne un nombre de répétitions. Je vais essayer de contextualiser un petit peu ça au début. Le dégressif doit tout le temps être poussé à l'échec aussi. C'est pas parce qu'on va dégraisser la charge que la première partie de la série va s'arrêter. Donc c'est pas je fais 10 reps, je suis encore capable d'en faire 5, je vais anticiper, je vais mettre moins et là je vais aller à l'échec. Non, ça sera échec sur la première partie de la série, échec sur la deuxième partie de la série. Sinon ça n'a aucun intérêt de faire une dégressive. Le but c'est de réduire le poids parce que en haut c'était plus compliqué. Donc voilà, maintenant que les termes sont dits, avantages, inconvénients. Alors, les avantages de faire ça, c'est que ça permet, principalement d'augmenter ton volume. Si tu as pas le temps de faire une série, c'est comme le superset, voilà, ça te permet d'avoir 2 séries en une.
Bon, est-ce que c'est réellement 2 séries? Non, ça sera toujours plus qu'une série. Donc, déjà, pour gratter du volume, ça peut être intéressant. Deuxième chose, ça peut être aussi intéressant dans le cadre où tu as moins de temps. Moi, je sais que si par exemple je fais courter sur une séance, au lieu de faire 4 séries, je vais peut-être en faire 2 et la dernière en dégressive ou les deux en dégressive. Ça peut être une solution pour gagner du temps. Je dis pas que ce sera forcément la meilleure parce que bah voilà, 4 séries normales sera mieux que 2 séries en dégressive. Mais voilà, si vraiment tu es dans le jus et que tu n'as pas d'autre choix, c'est plus intéressant de faire ça. Je vais dire donner deux inconvénients aussi. Les gros inconvénients, bah, c'est que ça demande une technique supérieure parce que voilà, et une capacité d'aller à l'échec fortement. Stop, stop. Désolé, le chien qui bouffe les prises. Stop. Euh, et donc ça demande une capacité d'aller à l'échec qui est importante parce qu'on y va 2 fois du coup. Mmh. Et ça demande aussi. Putain, j'ai été coupé. Mais en gros, qu'est-ce que je veux dire? La fatigue que ça va induire, c'est énorme. Si on met 4 séries de dégressives sur 4, voilà, c'est comme si tu as fait 8 séries, c'est hyper dur. C'est hyper dur, ça engendre beaucoup de fatigue. Donc pourquoi pas le faire sur une seule série? OK. Mais il faut savoir qu'une série menée à l'échec sera forcément plus intéressante que plusieurs séries en dégressive. Euh, voilà, je te laisse un peu rebondir dessus, histoire de voir si j'ai d'autres idées qui me viennent là. Ouais, mais Mais en fait, pour moi, tu tout dit plus ou moins et moi, la partie la plus importante, c'est le dernier point que tu as cité, au niveau de la fatigue que ça engendre. Parce que en gros, là, la personne qui a posé la question, elle se reconnaîtra, hem, en fait, samedi, par exemple, j'ai vu faire une dégressive sur du développé militaire à la Smith. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Non. Ça a pas d'intérêt parce que, comme l'a dit Alexis sur le dernier point, c'est que les dégressives, ça va engendrer énormément de fatigue pour un gain pas si énorme, tu vois? Vraiment pas si énorme. Et si tu accumules de la fatigue sur un exo qui déjà donne beaucoup de fatigue, parce qu'un développé militaire comme un squat, bien évidemment, sur une Smith, c'est beaucoup moins intense qu'un squat ou qu'un RDL, par exemple, comme on parlait tout à l'heure, mais au niveau du système nerveux, ça engendre déjà beaucoup de fatigue. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller chercher une dégressive sur ce genre de mouvement, sachant que tu es déjà flingué nerveusement à la fin de ta série et beaucoup plus qu'un exercice d'isolation? Du coup, en termes de risk, reward, comme on pourrait dire, ou en tout cas en termes d'avantages, de gains, conséquences, ouais. ouais, voilà. Ben, ça va pas t'apporter grand-chose, sur ce genre d'exercice. Donc, en gros, une dégressive, pour moi, ce serait à mettre avec parcimonie dans un programme, et sur des exercices, voilà, qui ont un réel intérêt, enfin, à un endroit où il y a un réel intérêt. Donc, par exemple, tu vas avoir, peut-être un point faible, un retard sur un muscle. Aller chercher un peu plus de volume sur un exercice d'isolation à ce moment-là, ça peut être beaucoup Exactement. plus intéressant. Moi, personnellement, je le fais, pas mal sur mes élévations latérales, parce que je sais que voilà, c'est à cet endroit et clairement la plupart des gens le font sur ce genre d'exo et franchement, ça n'arrangera rien de le faire sur un gros exercice. Donc, ouais, voilà. Mm. Après, en fait, à chaque fois, là, c'est là où du coup on intervient. Il y a forcément tout le temps, tout le temps, tout le temps des nuances. Est-ce que tu auras la même dégressive sur une élévation latérale ou déjà le temps de ta dégressive va être différente? Une dégressive, c'est deux poids qui sont, enfin, où tu changes de poids instinctivement. Tu ne dois pas avoir 15 secondes, 20 secondes de récupération. Sur l'élévation latérale, tu fais juste tac, tac, tu as changé ton poids, tu repars. Ça, c'est nickel. Maintenant, si tu fais ça sur une Smith ou un squat, il faut que tu te lèves de ton banc. Il faut que tu enlèves d'un côté, il faut que tu ailles de l'autre côté, tu enlèves. Ensuite, tu te rassois. Enfin, tu te rassois, tu te replaces, tu te remets en forme. Enfin, ça prend un temps fou, tu as peut-être perdu 35 secondes. Donc, est-ce que c'est réellement une dégressive? Sur là, maintenant, faut savoir la dégressive, à partir de combien de temps on peut dire que c'est un début. Ouais. Si par exemple, tu as des personnes sur les côtés qui t'enlèvent, c'est parfait. Là, ça change. Mais voilà, si c'est des personnes qui t'enlèvent les poids, si. En plus, ça reste compliqué de standardiser ça. Si c'est des personnes qui t'enlèvent des poids et que toi, du coup, tu viens, tu fais ton truc, dès que tu as posé la barre, bam, ils t'enlèvent et tu repars. Ok, là, on est sur une réelle dégressive, mais il faut que ce temps-là, il soit tout le temps pareil. Parce que si un coup, tu prends 30 secondes pour faire ta dégressive, le coup d'après, tu en prends 15. Ok, bah est-ce que tu as vraiment progressé ou alors en fait, bah voilà, parce que si tu as enlevé, si tu as mis, bon, je sais pas moi, 100 kilos et qu'après tu l'as fait à 60, Mmh, est-ce que c'est parce que tu as réellement progressé ou alors tu as mis 5 secondes, 10 secondes de plus entre les deux séries? Il y a aussi ça qui est compliqué à quantifier. mmh. Derrière ça, je voulais rajouter quoi aussi? Ah oui, si par exemple,
Par contre, voilà, donc si tu mets ça sur toutes tes exos, toutes tes séries, tu vas mourir. Tu vas mourir, ça va être compliqué à tenir. La surcharge va être très compliquée parce que progression dégressive, c'est dur. Ça, c'est aussi le gros point. Par contre, si une personne adore faire ça et que vraiment c'est son kiff, genre ça lui plaît vraiment, bah, pourquoi pas lui en mettre sur des exercices. Si elle adore faire ça sur le squat, pourquoi pas. Qu'elle C'est pas, encaisse. moi, c'est pas, Elle encaisse ouais, bien, voilà, qu'elle encaisse bien. Moi, c'est pas ce que je recommande. Mais si elle, ça lui permet d'adhérer fortement à ce qu'elle fait et qu'elle aime ça, je peux pas lui enlever quelque chose qu'elle aime. C'est impossible. C'est être un mauvais coach, je pense, de pas écouter la personne de ce qu'elle ressent. Il y a forcément des compromis à avoir où, bah écoute, voilà, si je te mets ça, je peux pas te le mettre partout. Sinon, forcément, tes gains derrière, ça va être compliqué. Ta récup, ça va être compliqué. Et tu pourras pas garder ça. Maintenant, si tu veux une dégressive sur un squat, je peux t'en faire un. Je te mettrai mes conditions dessus. Je vais te devoir te demander à deux personnes d'enlever les charges quand tu poses la barre et de repartir tout de suite. Voilà. Maintenant, maintenant voilà, les dégressifs, c'est pas à bannir, mais ouais, faut pas les idéaliser non plus, quoi. C'est pas. c'est ça. C'est bien, ça fait bien sur les vidéos, ça bouge dans tous les sens, il y a des veines, il y a des machins. En termes de prise de muscle sur des gros exercices, voilà, c'est pas le Ouais. plus. Mais on en revient à dire qu'avant, les dégressifs, c'était le truc de fou. Ouais. Ça amène le pump, ça, tu fais un volume de fou, et puis tu vois les gens qui sont là, t'enlèves, tu repousses comme un fou. C'est stylé, tu vois, c'est forcément stylé. Mais est-ce que c'est la meilleure chose? Non. De toute façon, la muscu, la meilleure chose sur la muscu, pour l'instant, c'est pas ce qui est le plus beau, hein. Non, clairement. Et puis, en gros, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ça, c'est le fait que les dégressives aujourd'hui, si t'en fais partout, tu vas pas les encaisser correctement. Sur le long terme, tu vas douiller de ouf et au final, tu vas pas être productif, tes charges vont pas mieux augmenter et au final, tu vas moins bien prendre du muscle. Donc, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages sur le long terme, quoi. Il y a une petite nuance. Moi, ce que j'utilise enfin, ce que j'utilise un peu mieux que l'agressif, c'est le drop set. Je trouve ça un peu plus intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Si tu... Si tu peux définir ce que c'est la différence Ok. entre une dégressive Drop et un set pour. Alors, dégressif, ça serait du coup faire ta série avec un poids donné et tu réduis ta charge pour continuer ta série. Un drop set, c'est prendre un temps de récupération et repartir sur quelques ah, répétitions mais avec la même charge. un rest pause. Rest pause, pardon, my bad. C'est moi qui me suis Ouais. trompé. Est-ce que drop set et dégressif, Rest j'étais pause. là, en fait, c'est la même Non, non, chose, hein. ouais, non, c'est la même chose. Non, c'est la même chose. Excuse-moi. Non, non, c'est moi, je me suis trompé. On dit rest pause. Moi, je trouve ça bien plus intéressant de une parce que c'est plus facile à quantifier. Ta charge reste la même. T'as pas de pourcentage à changer. Parce que du coup, quand tu réduis, il faut forcément que tu te dises si j'augmente d'un kilo sur ma dégressive, c'est une progression, mais je peux aussi augmenter en haut. Donc, est-ce que j'augmente sur ma dégressive ou est-ce que j'augmente sur ma charge principale? Là, tu as la même charge. Ton temps de récup entre les deux, c'est le même. Donc, c'est pas une récup normale, c'est une récup partielle. Tu vas peut-être prendre 30 secondes. Moi, j'aime bien compter ça en souffle. Je Mmh. compte 10 respirations et je repars. Ça permet d'aller plus loin dans l'effort aussi, mais de quantifier ça beaucoup plus simplement. Ouais, carrément. OK. Voilà. J'aurais voulu encore ajouter quelque chose, mais ça fait déjà 15 minutes qu'on Ouais, parle. ok. Il y a tellement de trucs En à fait, dire. c'est ça, des fois, on nous dit on développe pas assez, sauf que si on commence à développer, il y a une question qui va durer 40 minutes. C'est ça. Du coup, je pense que ce serait intéressant qu'on parle rapidement de la dernière question qu'on voulait traiter aujourd'hui. C'était par rapport au fait, bah, c'est Manon qui nous pose cette question. Vaut-il mieux bosser en split, donc soit push-pull legs, soit upper-lower, soit 4 fois full body. Donc, c'est bien parce que du coup, il y a un truc qu'on aurait dit tous les deux au début, c'est que le split peut être un push-pull legs, peut être un upper-lower, peut être un full body, ou inversement, un full body peut être un. Enfin bref. Donc là, ce qu'elle a mis, c'est bien, elle l'a vraiment mis entre guillemets split, et après, elle a vraiment défini les trois parties. Tout ça pour dire que on a juste donné des noms à un sens logique de fréquence de séance dans la semaine, peu importe ce qu'on veut, avec le PPL, le Perler, le machin. Mais en finalité, tu fais un peu de tout. Si, encore une fois, aujourd'hui, tu appliques tout bêtement ce qu'on te dit sur YouTube, il y a moyen que tu fasses comme tout le monde, voilà. Mais quand tu viens en coaching, que tu personnalises ton approche, tu peux te retrouver avec un upper dans ta semaine, avec un push dans ta semaine, avec un full body dans ta semaine, parce qu'au final, c'est comme ça que ton volume doit être réparti, ta fréquence doit être répartie, etc., etc. Si tu veux en parler rapidement, let's Ouais. go. Alors, moi, je suis pas fan de dire il y a une méthode mieux qu'une autre, parce qu'en fait, si par exemple, tu vois, passe un moment là, il y avait une hype sur enfin, il y a un peu de temps quand même, une hype sur le push-pull leg. Le push-pull leg, c'est bien, mais par exemple, si tu regardes sur un push-pull leg, le gros défaut, c'est qu'on n'a pas de focus bras. Donc, une personne qui va rattraper ses bras, si elle fait un push-pull leg, c'est galère. Parce que dans le push-pull leg, c'est quoi? C'est pec, épaule, triceps dans l'ordre, dos, biceps. Donc, les bras se retrouvent à la fin des séries tout le temps.
euh, engendré par la fatigue des premiers muscles. Voilà. Donc, tu fatigues tes triceps via tes épaules et sur tes mouvements de poussée et tes pecs. Donc, c'est compliqué. Pareil pour tes biceps. Tu fais fréquence de 2 sur les jambes. Si par exemple, tu as un gros rota sur les jambes, bah, au final, tu fais 4 hauts pour 2 bas. C'est pas forcément le truc le plus intéressant. Surtout que bah, ta séance jambes, elle se retrouve après 2 séances haut du corps. Donc, c'est souvent aussi en dernier dans la semaine, donc là où tu as le plus de fatigue, juste avant ton repos. Il y a beaucoup de choses qui sont négatives. Pour moi, il n'y en a pas une qui marque une autre. Ce qu'il faudrait, ça serait d'abord d'évaluer les potentiels retards de la personne, se dire, OK, ce muscle-là en retard, enfin, ce muscle-là et ce muscle-là sont en retard. Comment je peux les mettre dans ma semaine? Comment je peux les mettre dans ma séance pour que ça soit impactant? Si par exemple, tu as un retard bras, bah, pourquoi pas mettre les bras avec ton dos, enfin tes triceps avec ton dos, et pourquoi pas mettre tes biceps avec tes triceps, ton pec par exemple. Ça permet d'avoir pas un impact l'un sur l'autre. Et voilà, pourquoi pas mettre tes biceps avant tes séances jambes, par exemple. Ça a très peu impacté tes jambes. Et au final, tu auras une bonne intensité en débutant ta séance par des biceps ou des triceps, par exemple. Donc moi, je pense que la bonne solution, c'est celle qui sera adaptée à toi. Et il faut d'abord se baser sur tes retards, tes points faibles, et ensuite répartir intelligemment ton volume. Ouais. Donc, si on répond par oui ou non, vaut-il mieux bosser en split? Non. Virgule, ça dépend. Peut-être que oui. Mais en gros, ouais, c'est ça. C'est prendre les basiques. Donc, combien de temps de récupération il faut entre chaque muscle? Une moyenne de 48 à 72 heures, je dirais 72 heures, pour être vraiment bien, voire plus quand tu mets beaucoup de volume et beaucoup d'intensité. Déjà partir là-dessus et ensuite, voilà, comme tu as dit, voir les retards, les points faibles, et puis adapter ça. Et au final, ça te fait une programmation. Et voilà, et après, tu l'appelles comme tu veux. Si tu veux l'appeler PPL, Upper Lower, Full Body, tu l'appelles comme tu veux. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis tu vois, par exemple, admettons genre une personne qui a un gros retard d'eau. Si tu fais un push-pull leg, c'est-à-dire que tu vas accorder autant de volume sur des mouvements de poussée que sur des mouvements de tirage. Sauf que bah, si la personne derrière elle a un gros retard d'eau, bah, il lui faudrait plus de mouvements de tirage que de poussée, ce qui est logique. Sauf que du coup, sur un push-pull leg, tu vas accorder ce temps-là à ça. Split, le gros problème, c'est que je trouve, si c'est tout, enfin, tout est un split, ça serait aller 1 à 2 muscles par semaine, enfin par séance. Sauf que bah voilà, tu vas avoir en fait, c'est des choses qui sont pour avoir, enfin, qui vont avoir pour but que chaque muscle ait quasiment la même fréquence. Donc c'est très bien pour des personnes qui débutent d'avoir la même fréquence sur chaque muscle. Sauf que quand bah, tu veux pousser un peu la chose et récupérer des retards, il va falloir avoir plus d'un côté que d'un autre. Et sur toutes ces choses-là, bah, c'est compliqué. L'avantage du upper-lower, bah, c'est que dans le upper, tu peux mettre ce que tu veux. Si tu n'as pas envie de mettre de dos cette séance-là, t'en mets pas. Si tu n'as Mm. pas envie de mettre de pec non plus, t'en mets pas non plus. Donc pourquoi pas, des fois, moi j'aime bien faire, c'est un push-pull leg, classique sur début de semaine. Et après, bah, je sais pas, soit un push quad, pull ischio, soit un upper lower, de refaire push-pull leg, parce que push-pull leg 2 fois, bah, ça fait quand même 6 séances dans la semaine, à part si tu le fais sur 8 jours. Mais il y a trop de choses à faire. Et puis voilà, la personne qui fait 4 séances par semaine, un push-pull leg, c'est pas possible. Enfin, il y a trop de paramètres à prendre en compte. C'est pour ça que, ouais, Ah, faut, qu'il faut un faut coach. poser des questions en privé. Mais Manon, je vais répondre à ta question. De toute façon, tu m'avais envoyé ton programme et tout. Fallait que je regarde ça. Donc voilà, il nous reste une petite minute, un peu plus d'une minute. Est-ce que tu as une petite leçon à transmettre à tous nos Hmm, auditeurs ouais. aujourd'hui? Bah, par rapport à ce qu'on vient de parler principalement, il y a tellement de possibilités. C'est possible qu'après la vidéo, vous soyez perdu. La grosse leçon qu'il faut en tirer, c'est pas faire les choses seul. Voilà. Moi, j'ai commencé tout seul à trouver des programmes par-ci par-là sur Internet. J'ai perdu énormément de temps. Je pense que le plus intéressant, c'est de se fier à des professionnels. Donc, envoyer des messages à des coachs, parler, c'est plus simple que de regarder une information sur Internet et se dire, OK, lui, il a dit ça, c'est forcément juste. Derrière, il Mm, y a toujours une nuance. Sauf que quand tu fais un réel Instagram, par exemple, bah, tu vas avoir une mm, information, mais la personne n'a pas le temps de mettre les choses derrière. Donc, allez échanger, parler avec des coachs, c'est le plus intéressant, je pense. mm. Clairement. Très belle leçon. Moi, je vais pas dire ma leçon parce que sinon, je crois que ça va couper. Mais en tout cas, Merde. j'espère que cet épisode vous aura plu aussi. Et puis, bah, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur Insta. On met toujours une box à questions. Donc, allez-y. Je vous mets nos Insta de toute façon dans la description à chaque fois. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. Et puis, on se dit à la semaine prochaine.